Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur notre émission Le Salon Caviar, troisième du nom, tous les lundis à 19h30 en direct sur Twitch. Nous parlons football et société, nous en débattons avec vous tous en plateau, mais aussi sur vos commentaires dans les live Twitch. On est là, on est très bien installés. On va passer un super moment parce que j'ai une équipe de choc avec moi. Je commence à ma gauche avec moi, ouais, équipe de choc carrément. Marc, t'es présent avec nous. Comment ça va, Marc? Super Elio, merci beaucoup. Et très content d'être là aujourd'hui. Marc, que vous avez pu voir notamment dans notre émission consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations, notre talent juridique avec nous. Swan Dufour, juste à côté de Marc, qui fait partie des meubles un peu de l'émission. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Et toi, Elio? Oui, moi ça va très bien aussi, merci. Et avec nous Christophe aussi, pour sa toute première. Christophe qui est supporter de l'OL, mais qui vient de Nice. Tu l'as vécu comment le match Lyon-Nice ce week-end? J'étais plutôt content, je n'ai jamais été grand supporter de Nice. Ok, bon, je pense que tu n'aurais pas forcément dit ça si Nice avait gagné, mais bon. Oh. On t'accueille quand même avec plaisir dans l'émission. Merci beaucoup. Cette émission dans laquelle nous allons parler du football à Paris, dans la capitale. Alors rassurez-vous, si vous n'êtes pas parisien, vous pouvez quand même rester. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des gens en plateau. On va parler du football à Paris, mais également de pourquoi est-ce que tout simplement Paris est la seule capitale d'Europe parmi les pays, les grands championnats, qui ne compte qu'un seul club en Ligue 1. Pourquoi est-ce que la France fait matière d'exception en termes de derby dans la même ville? Bref, on va détailler tout ça pendant une heure en plateau. Alors restez là parce qu'on a un invité avec nous pour en débattre. Fabrice Hérault, vous êtes directeur général délégué du Paris FC. Comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous pour votre présence dans cette émission. Paris FC et non pas PFC, c'est ça? Oui, Paris FC, on est très attaché à la marque du club. Pour plusieurs raisons. La première, c'est quand vous avez un des plus beaux mots du monde dans le nom de votre entreprise, vous essayez de le mettre en valeur, évidemment, donc en l'occurrence Paris. Et puis, PFC, c'est un diminutif qui se rapproche un peu trop de notre grand voisin européen. Donc, c'est aussi une marque de différence. C'est pour ça qu'on essaie de mettre en lumière la marque Paris, Paris FC. C'est le nom du club, c'est le nom de la marque. Tous nos supports de communication, tout est notre logo, tout est tourné autour de ça. Donc on essaie de garder cette ligne auprès de nos supporters et de tout le public qui nous suit. Le Paris FC qui est actuellement deuxième de Ligue 2, un point derrière le Toulouse Football Club, qui a gagné 3-0 ce week-end contre Quevilly-Rouen. 3 points de retard, si je ne m'abuse, 3 points d'avance, pardon, sur la troisième place. Est-ce que c'est enfin la bonne pour la montée en Ligue 1 cette année? Alors je ne sais pas si c'est la bonne. Ce que je sais, c'est factuellement, on est effectivement deuxième au bout de 24 journées. Ça n'est jamais arrivé dans le passé. Au mois de février, que le Paris FC soit à la deuxième position du classement et avec 3 points d'avance sur le troisième, je dirais même presque 4, puisque le goal average nous est très favorable, donc c'est 3 points plus un goal average favorable, mais rien n'est fait. Vous savez, 24 journées jouées, il en reste 14, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. On a évidemment une idée des prétendants à la montée au bout de 24 journées, donc Toulouse, Ajaccio, Sochaux, Auxerre, Le Havre. Tout ça, c'est des très très belles équipes. On fait partie de ces équipes qui vont se battre jusqu'à la dernière journée pour la montée. Mais vraiment, vous savez, au club, on se contente de regarder ce qui a été fait, ce qui est acquis. On savoure, bien sûr, mais rien n'est fait. Et on va essayer de rester concentré le plus longtemps possible jusqu'à la dernière journée pour obtenir le ticket qui nous fera monter en Ligue 1. Cette actualité récente du Paris FC, elle avait été aussi marquée par la suspension de votre terrain pendant plusieurs matchs. Vous avez joué 2 matchs au Mans et vous allez jouer 2 autres matchs à huis clos à Charléty en plus de celui de ce week-end. Donc 5 matchs au total après les incidents survenus contre l'OL au mois de décembre. Comment est-ce que vous la gérez, cette période un peu particulière sans vos supporters? Alors, ça a été une période extrêmement difficile pour le club, puisqu'il y a eu un sentiment d'injustice de cette décision aussi douloureuse. On en a beaucoup parlé dans les médias. Là, on essaie de passer à autre chose là, maintenant. Surtout, on a senti une forte mobilisation et un vrai soutien de nos supporters. Typiquement, le match la semaine dernière contre Ajaccio au Mans, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de supporters qui étaient présents, plus de 150 supporters actifs parmi nos 2 groupes historiques de supporters que sont les Ultras, les UTSA et le Haut-de-Clan. Donc on était vraiment très, très heureux de les avoir avec nous. Et puis en interne, il y a eu une forme d'énergie un peu mobilisatrice. Vous voyez, quand
quand quelque chose arrive de difficile, ben, on se serre le coude entre nous, que ce soit entre le staff sportif, le staff administratif, le centre de formation. Et puis on a essayé de faire face du mieux possible. On a reçu QRM le week-end dernier qui s'est soldé par une belle victoire. 3-0. 3-0. Super but aussi. Absolument, le premier but de Lamine Gay qui venait juste de nous rejoindre. Une recrue. Très belle recrue. Enfin, l'équipe s'est renforcée au mercato avec l'arrivée de 3 joueurs. Et bon, il reste 2 matchs à huis clos à Charletti. Et puis il reste tout un tas de déplacements aussi difficiles. Hein. Donc en Ligue 2, vous savez, il n'y a aucun match facile. Tous les week-ends, vous prenez les résultats, vous pouvez constater des surprises ou des formes de surprises. Chaque week-end est difficile et il ne faut pas vous dire que parce que vous allez jouer contre le dernier ou l'avant-dernier à ce moment de la saison que le match sera comme à Dunkerque, quoi. Exactement. Voilà, vous avez perdu quelques points. Exactement. On a perdu 2 points à Dunkerque. On aurait pu en perdre parce que le match est nul. On prend une barre transversale quelques minutes avant de la fin. On était finalement content d'avoir un point. Donc il n'y a aucun match facile en Ligue 2. Même contre Ajaccio, c'était quand même heureusement qu'il y a eu une grande prestation du gardien. Contre Ajaccio, j'y repense là, ça me fait rire. Mais juste avant qu'on marque le premier but, on peut en prendre un, mais ce soir-là, Vincent de Marconnet a fait 2-3 très belles parades avant que nous marquions. Donc non, chaque match va être difficile. En tout cas, c'est le coach, son staff et tous les joueurs sont mobilisés à chaque match pour être bien concentrés sur la prestation. Et on a bien aimé le sérieux qu'ils ont mis dans leur prestation, dans leur travail de joueurs là, au cours des derniers matchs, qu'ils continuent comme ça le plus longtemps possible. Vous avez mentionné justement Vincent de Marconnet, le gardien historique du Paris FC. Absolument. Il était déjà là pendant votre premier passage entre 2009 et 2012, puisque vous avez déjà occupé des fonctions similaires entre 2009 et 2012 au Paris FC avant de partir 1 an à Auxerre. Vous êtes ensuite revenu au Paris FC en 2018. Absolument. Qu'est-ce qui a changé entre vos 2 passages au club ? Le club s'est structuré, le club a grandi. Le club d'aujourd'hui n'est déjà pas le même quand moi je suis revenu en 2018. Il est encore moins le même que quand j'y étais en 2010, 2011, 2012. C'est un projet entrepreneurial qui est porté par Pierre Ferracci, le président et principal actionnaire du club depuis plusieurs années maintenant, en prenant le temps de construire étape par étape. Exactement. Avec un modèle qui s'appuie sur la formation des jeunes. Donc il y a tout un tas de choses dont on va pouvoir parler, mais voilà, on est dans un vrai projet entrepreneurial avec des investissements mesurés et avec une stratégie bien définie. Donc ça prend un peu plus de temps d'investir sur la formation, mais c'est aussi plus durable, nous semble-t-il, et peut-être sur le long terme, ça payera davantage. En tout cas, c'est notre conviction, c'est pour ça que le modèle du Paris FC est assis sur la formation. Vous savez, c'est assez connu dans le monde du foot, à l'international. Il y a 2 viviers extraordinaires dans le monde, que sont Sao Paulo au Brésil et l'Île-de-France. Tout à fait. Vous regardez l'équipe de France championne du monde en 2018, plus d'un tiers des joueurs sont nés en Île-de-France. Aujourd'hui, en Ligue 1 et en Ligue 2, vous avez une part très significative de joueurs français, de l'ordre de 40 à 50%, qui sont nés en Île-de-France. Si vous faites l'addition de tout le monde, de tous les joueurs. Joueurs titulaires et remplaçants, hein, je prends l'ensemble des groupes. Et puis, vous regardez également de très nombreux centres de formation tout autour du Grand Paris. Hein. Donc je suis très large. Je vais du Nord, Lille, Strasbourg, Reims, Metz, Auxerre, Dijon, Troyes. Stade Malherbe de Caen aussi. Caen, Rennes, Nantes. Tous ces clubs-là viennent recruter en Île-de-France et vous retrouvez au sein de leur centre de formation une part de joueurs franciliens qui est très importante. Est-ce que c'est pas aussi dû aussi d'une certaine façon votre centre de formation, il a été agréé récemment, ça reste un centre encore qui est vachement récent et c'est aussi avant il n'y avait que le Paris Saint-Germain qui avait un centre agréé en Ile-de-France et maintenant ça va peut-être pouvoir enclencher une dynamique de plus garder des joueurs franciliens et peut-être qu'aussi ça va bénéficier au PFC après de, comme vous dites, installer une visée sur la formation, ça peut être intéressant à long terme. Et là, c'est en train de se mettre en place encore peut-être au niveau de la formation. C'est exactement ça, vous le rappelez à juste titre.
nous avons reçu l'agrément de la Fédération française de football au cours de l'été 2018, que nous venons d'ailleurs tout juste de renouveler pour une période de 4 ans. Alors, vous savez, quand vous avez l'agrément depuis 20-25 ans, comme Lyon ou autre, c'est une formalité, hein, le renouvellement. Quand c'est le premier, c'est pas une formalité, donc vous êtes très attentif. Juste, qu'est-ce que ça change concrètement un centre de formation agréé? J'allais le dire, l'agrément pour ceux qui nous suivent, ça veut dire quoi? C'est parce que c'est le jargon footballistique. Ça permet notamment aux clubs de proposer toute la palette juridique des contrats, contrats stagiaires, contrats aspirants, les ANS, qui permettent aux clubs de recruter dans la durée et de protéger la formation. Dans le passé, avant que le Paris FC ait cet agrément, donc avant 2018, il suffisait qu'un joueur en U17 ou en U19 soit convoqué une seule fois en équipe de France. Vous étiez certain, à la fin de la saison, de le voir partir justement dans un centre de formation. Eh bien ça, c'est terminé. Le plus bel exemple, c'est quand Chelsea a recruté un jeune du Paris FC en octobre 2020. Il voulait absolument le recruter. Eh bien, ce départ a été compensé par une indemnité de transfert. Ça permet de continuer d'investir dans la formation et ça permet au club de continuer. Donc en Ile-de-France, il n'y a que 2 clubs qui ont cet agrément, le Paris Saint-Germain et nous. Et puis le centre de formation, ça correspond aux classes d'âge seconde, première, terminale, hein, donc c'est les U17 et les U19. Une fois que vous avez rempli le centre avec un groupe grosso modo de 60-80 joueurs hein, à peu près, vous ne pouvez pas en accueillir 200. Hein. Donc forcément, il y a plus de talents que ça en Ile-de-France et c'est pour ça que vous les retrouvez aussi dans d'autres clubs que j'ai cités tout à l'heure. Okay. D'autant qu'en Ile-de-France, il y a toujours l'INF Clairefontaine qui joue un grand rôle dans la formation. Quels sont vos liens en préformation, c'est la préformation. Donc la préformation, avant de s'orienter vers un club professionnel. Pour que nos internautes comprennent, c'est l'équivalent de la classe d'âge 4e, 3e, vous voyez, à peu près. Donc, pourquoi je parle de classe d'âge scolaire à chaque fois? C'est pour que tout le monde comprenne bien où on se situe. Et surtout, et c'est notre cas, mais c'est le cas d'autres clubs, nos jeunes qu'on recrute au centre de formation, ils sont là évidemment pour la formation sportive, mais nous avons très à cœur de les accompagner également dans leur formation scolaire, à minima jusqu'au bac. Très important. Très important. Tous ne deviendront pas professionnels. Vous savez, moi je suis père de 4 enfants et on a, alors je ne sais pas si vous-même vous avez des enfants, mais si un jour vous en avez, vous allez être concentré sur leur formation scolaire. Et donc c'est ça aussi que nous expliquons aux parents qui nous font confiance en nous confiant leurs enfants dans le centre, c'est qu'on est très attaché à la formation scolaire pour emmener tous nos jeunes justement au bac et avec des taux de réussite qui sont parfaitement comparables à la moyenne nationale. Donc on ajuste évidemment les emplois du temps dans la semaine entre les entraînements et les cours. Alors c'est pas de notre métier faire de la formation scolaire, c'est pour ça qu'on s'est adossé à un partenaire dont c'est le métier. Mais c'est important pour tous nos jeunes d'arriver au moins jusque-là, parce que si le jeune a 18-19 ans, il n'a pas de contrat professionnel, il faut qu'il puisse rebondir à l'université, en BTS ou je ne sais quelle autre formation diplômante post-bac et reprendre un chemin un peu différent, peut-être un peu différent de celui qu'il avait imaginé jusqu'à présent. Et il peut aussi rebondir après, hein, toutes les histoires peuvent être rencontrées. Et même au-delà, quand un jeune qui obtiendrait un contrat professionnel à 18-19 ans, sa carrière se finit à 34-35 ans. S'il a été plutôt en Ligue 2 ou en National, où les statuts des joueurs sont plus proches du semi-professionnel, etc., c'est important de pouvoir se reconvertir par la suite dans le... Bien sûr. Parfois, certains passent leur diplôme d'entraîneur, mais il y a également d'autres voies possibles dans le commerce ou quelque chose comme ça. Vous ne retrouvez pas des très très bons joueurs sans une tête bien faite qui, à un moment donné, se retrouvent... sur le terrain par la logique, la mathématique, le positionnement tactique, donc c'est important. Et puis c'est important aussi parce que les joueurs professionnels, quand ils sont amenés à s'exprimer devant les médias, c'est important de maîtriser la langue, la grammaire et autres. Si on vient plus dans le cœur du débat sur l'absence de deuxième club, pour l'instant du moins en Ligue 1 à Paris et dans les alentours, il y a une première question qui saute aux yeux, c'est celle des infrastructures. Le Paris FC joue actuellement à Charléty, qui est un stade situé dans le 13e arrondissement, mais le siège se situe à Orly, dans le Val-de-Marne, donc à une quinzaine de kilomètres, c'est ça plus ou moins de Charléty. Avant de jouer à Charléty, vous jouiez au stade d'Égérine, dans le 20e arrondissement. Est-ce que c'est vraiment difficile pour un club parisien d'avoir des infrastructures propres et surtout de pouvoir, entre guillemets, bien jouer et bien se forger une identité? Oui, bien sûr, c'est très difficile. Alors, on est à Orly, par une volonté de la ville de Paris, puisque les terrains sur lesquels nous sommes
Le foncier est propriété de la ville d'Orly. Hein. Alors faire des terrains en plein Paris, c'est un peu compliqué. Oui, il y a Il y a le périph' qui limite pas mal. Comme vous l'imaginez, on est sur une parcelle de 8 hectares, donc tout près de l'aéroport. Ça a beaucoup favorisé, ça notamment. Mais vous savez, c'est aussi la propriété Ça a d'Orly. changé la dimension du club. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'avant, le club était dispersé. Les bureaux étaient dans le 13e. La section masculine, les pros s'entraînaient à Choisy-le-Roi. Ils ont connu tout un tas de lieux d'entraînement. Là, au centre d'entraînement à Orly, vous retrouvez l'équipe professionnelle masculine, donc, qui est actuellement en Ligue 2. L'équipe féminine qui est en D1, on en parlera d'ailleurs. Pas que c'est- On a une très très belle équipe féminine dont on est très fiers. Le Issu centre d'une de fusion, notamment. Oui. issu d'une fusion en 2017 avec Important de préciser. Juvisy, mais Juvisy. j'espère qu'on y reviendra après. Le centre de formation et toutes les équipes administratives. Donc on a rassemblé en un seul endroit les principaux services du club. Hein. Et donc il y a une unité de lieu et une unité entre les effectifs qui s'est créée. Hein. Moi je l'ai bien vu, hein. Depuis le déménagement, c'est tout à fait différent. Et il y a un lien entre les différents services du club. Ce que j'appelle service, hein, c'est les pros, Bien sûr, bien c'est sûr. comme si c'était une entreprise, hein, mais entre les effectifs sportifs et administratifs, qui a donné un élan au club de manière remarquable. On le voit Il y a eu sportivement. beaucoup d'investissements, hein, à la fois dans des terrains. Hein, on a des terrains hybrides, on a une pelouse synthétique, pelouse naturelle, tout neuf depuis l'été dernier. Un hébergement maintenant pour le centre de formation, puisque vous avez une difficulté de transport en Ile-de-France. Hein, si un jeune du Paris FC, ses parents habitent à Drancy ou à Saint-Denis ou En à Seine-Saint-Denis, Cergy, donc, dans le nord de Paris. ou à Cergy-Pontoise ou de l'autre côté à Marne-la-Vallée, venir à Orly, c'est extrêmement long. Hein, donc Bien sûr. voilà, donc on a quelques lits pour les accueillir. Donc ça, c'est depuis l'été dernier simplement. Hein, vous voyez, le Ouais. club, Grandit le petit à club petit. grandit petit à petit. Hein. Donc c'est vrai que cet outil à Orly a changé la vie du Paris FC et on verra encore dans les quelques années qui viennent des fruits supplémentaires puisque les cycles de formation sont quand même assez longs, hein, 3 à 5 ans minimum, donc il faut le temps que tout ça se mette en forme, comme une école de commerce d'ingénieurs qui se crée, hein, ou de communication, c'est la même chose. Il y a un temps de mise en œuvre qui est nécessaire. Alors pour autant, on a parlé du coup du stade Charletti. Le fait est qu'actuellement, il n'est pas souvent rempli, pour ne pas dire jamais. L'affluence moyenne est environ de 3000 spectateurs en Ligue 2. Comment, pour une capacité qui est environ de 20 000 spectateurs, donc ça sonne plutôt creux les soirs de match, comment est-ce qu'on peut arriver à fidéliser du public alors qu'il y a le Paris Saint-Germain à côté qui fait guichet fermé et qui semble phagocyter un peu l'intérêt de tous les Franciliens? Alors, on parlait toujours de Charletti tout à l'heure. Charletti, c'est une infrastructure qui est très jolie, hein, d'extérieur, malheureusement qui est un peu moins adaptée pour le foot à l'intérieur. Ça sera un projet probablement un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On joue à Charletti, mais on a conscience quand même que des aménagements sont nécessaires, hein, en particulier si on monte en Ligue 1, que ce soit maintenant, l'année prochaine ou dans 2 ans, des aménagements significatifs seront forcément nécessaires pour pouvoir accueillir comme n'importe quel club de Ligue 1 en France. Hein. C'est pas plus, pas moins. Mais de toute façon, Alors, ça a toujours été un problème, les infrastructures. Parce que quand on voit par exemple l'exemple de Versailles, qui est qualifié en demi-finale de la Coupe de France, voilà. qui n'a pas de stade homologué et qui n'a même pas de stade avec des lumières, tout simplement, ouais. c'est là le premier problème, en tout cas en région parisienne, pour les clubs. Après, on est sur qui 2 résident. poids, 2 mesures. Versailles, le Paris FC, Versailles en sûr, National 2 c'est la pour même l'instant. calibre, Versailles en National 2. C'est Paris et c'est aussi Versailles. En demi-finale de la Coupe de France, Bien sûr, bien sûr. premier de sa poule en Oui. National Oui, qui va 2, qui a fait probablement international. monter, Donc en fait, certes, là après c'est aussi pour globaliser un peu plus le débat, se dire le Paris FC n'est pas seul dans cette équation-là. Ah et oui, qu'il non, y a non, aussi c'est beaucoup un de problème problèmes, structurel à en ce Ile-de-France, niveau-là. c'est sûr. Mais ça se déploie quand même dans des proportions différentes. Bien sûr. Surtout si ça monte en Ligue, ce qu'on Oui. espère. Mais tout à fait, il y a des difficultés d'infrastructure, pas uniquement à Paris, hein, vous l'avez dit, hein, Bien sûr. en Ile-de-France. Le Restar a eu aussi des difficultés Il y a des d'infrastructure. Au Stade Bauer. Oui, Stade Bauer. La Versailles touche du doigt ces difficultés. Je ne sais pas où ils vont jouer ce demi-finale de Coupe de France, mais ça pourrait se jouer à Charletti. Mais Ça rêve du Parc des Princes, je crois beaucoup. Ça ne passera pas le Parc des Princes, c'est sûr, parce qu'il y a des travaux qui sont prévus.
soit Jean-Bouin, soit Charletti, je Ouais. sais pas trop encore, mais ouais, c'est dans les tuyaux en tout cas. Alors Jean-Bouin, je ne sais pas si ça sera possible parce que c'est une pelouse synthétique, donc je ne sais pas si les règlements C'est ça. de la C'est un stade de rugby, donc le Il faut partage. une aussi dérogation. doit être, Il faut une voilà. dérogation. en tout cas. je ne sais pas si les règlements de la Fédé permettront une demi-finale de Coupe de France pour ce match. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en Ligue 1 et en Ligue 2, jouer sur une pelouse synthétique, ça n'est pas réglementaire. Ça n'est pas possible. Pour rester sur le débat de l'affluence du stade, le match qui s'est joué à guichet fermé cette année, c'est évidemment le match contre Le Lyon. match contre Lyon, donc ça montre où, souvenez-vous, lors des barrages contre Lens, Oui, qui bien sûr. s'était très bien passé avec Et qui c'était était un match formidable. Majoritairement, le public était lensois ce jour-là. Alors c'était à peu près moitié-moitié. Moitié-moitié. ce jour-là. Mais bon, on connaît la ferveur du public lensois, mais le public parisien avait répondu présent. 15 000 Comme- spectateurs au total, il me semble, Ouais. c'est ça. Comme il avait répondu présent le jour de l'Olympique Lyonnais. Donc le jour où il y a des belles affiches, bon, il ne faut pas oublier aussi qu'on sort d'une période de Covid très difficile et que l'habitude du public de revenir au stade n'est pas encore aussi présente que dans le passé. Avant la période Covid, on faisait régulièrement des affiches à 7, 8, 9 000 spectateurs. Je me souviens, on parlait du Restart tout à l'heure, hein, un match en Paris FC Restart, on avait fait 9 000. Donc avec une forme de derby qui se présentait. C'est ça la question, est-ce que vous sentez la rivalité qui va s'instaurer avec le Red Star progressivement, ou est-ce que vous voyez, entre guillemets, que vous êtes en Ligue 2, bien installé, tout en haut de la Ligue 2, le Red Star international un peu plus compliqué, donc la rivalité, en fait, elle est en train de progressivement s'amenuire. Je pense pas qu'on puisse parler de rivalité, que ce soit avec le Red Star ou le Paris Saint-Germain ou autre. Hein. C'est pas du tout des projets concurrents. Je pense par exemple au Paris Saint-Germain, qui est sur le toit de l'Europe, qui a un projet magnifique, une équipe remarquable. On aime tous aller voir le PSG jouer au Parc des Princes parce que il y a un football d'exception. J'y serai demain soir. Oui. Vous avez de la chance. J'y serai Vous demain avez beaucoup de soir. chance. J'y serai demain soir et je serai le premier supporter. Enfin, je souhaite qu'il gagne évidemment contre Madrid. Mais pour autant, nous, notre positionnement par rapport à ça, c'est d'exister dans le monde professionnel, c'est de monter en Ligue 1. On propose un projet alternatif. Hein, c'est pas question de faire concurrence. Ils sont sur le toit de l'Europe. Nous, on existe dans le monde Il y a professionnel. quand même Alors, un petit encore- peu d'ego. Il y a quand mais- même, si demain il y a- vous montez en Ligue 1, il y On aura sera quand même... évidemment très heureux de faire un derby parisien. Mais vous voyez, c'est pas comparable. On Mais n'est absolument pas en concurrence. En C'est- quoi votre c'est- projet il est alternatif par rapport au Paris Saint-Germain? Ben, alors, je ne sais pas si vous êtes allé récemment au Parc des Princes, mais ça coûte quand même assez cher d'aller au Paris Saint-Germain. Ouais. Mais c'est aussi c'est un spectacle d'exception. Hein, donc, Pas toujours, malheureusement. Mais... Bon, Pas en Enfin, ce moment, pas en ce moment. on va dire. Malheureusement, c'est un autre débat. en mais tout c'est- cas, c'est le positionnement de l'affiche. Nous, on essaie d'avoir un positionnement populaire, familial, Ce que j'allais dire, où c'est un on- atout, ça aussi. où on aime venir au stade avec ses enfants. Vous voyez, Oui. on- Abordable aussi, comme vous le disiez. abordable d'un Oui. point de vue tarifaire. On a revu totalement notre grille tarifaire là, en septembre, en août dernier, pour accueillir un maximum de monde avec des places pas chères. On a lancé un programme ambassadeur, alors peut-être ça vous parle, où notre idée c'est d'aller chercher le plus d'écoles possible en Ile-de-France. Donc on a identifié des dizaines d'écoles où on a au sein de chacune de ces écoles deux ambassadeurs, donc qui sont en connexion constante avec nous et puis qui essaient d'aller prêcher la bonne parole de ce projet football familial populaire aux étudiants. On a ouvert une tribune étudiante à Charletti et ça se remplit de plus en plus. Tout à l'heure, je faisais référence aux 150 fans présents au Mans. Sur ces 150, près de la moitié venaient de ce programme ambassadeur étudiant. Donc, vous voyez, il y a une dynamique qu'on essaie d'enclencher. C'est pas simple, hein, parce que vous parliez d'autres clubs de foot, on va dire Paris-Île-de-France, mais à Paris, vous avez toutes les offres de Global spectacles. omnisport, ouais. Global, Bien alors sûr. pas simplement omnisport, Oui. global, Ouais, culturel. Bien sûr. Oui, il y a- c'est ce il qui y a- expliquait le lent développement du football à Paris dans les Voilà, années il y a- 60-70. Voilà, il y a une vraie concurrence spectacle. Oui. Vous pouvez vous faire une pièce de théâtre super drôle pour 10-15 euros. Vous voyez, bon, c'est... Mais est-ce que vous discutez avec les clubs qui notamment sont proches de vous? Je pense à Paris Atlético par Oui, exemple. bien sûr. Est-ce ouais. qu'il y a des synergies qui se font entre vous ou pas du tout? Oui, alors justement,
on est en train de nouer quelques partenariats avec des clubs d'Île-de-France pour que déjà leurs meilleurs jeunes, plutôt qu'ils aillent remplir des centres de formation en province, qu'ils soient plus naturellement proposés au Paris FC, mais pas uniquement. Par exemple, vous faisiez référence au match contre Lyon tout à l'heure. On avait privatisé toute une tribune, il y avait quand même 2-3 000 places, où on a invité tous ces clubs d'Île-de-France qui sont partenaires du Paris FC pour justement inviter des enfants. C'était une tribune enfant qui était magnifique d'ailleurs, on était très contents de les avoir. C'est également la dimension sociale du Paris FC de ratisser large et d'aller chercher des gens qui ne peuvent pas aller au stade habituellement. Je suis venu avec mon club. Voilà. Je suis dans un club de foot et je suis venu avec mon club. Tu peux le citer, vas-y, fais de la pub pour ton club. En Fontenelle-Fleury dans les Yvelines. Donc, là, un petit bonjour à on leur passe le bonjour. Mais si vous voulez un partenariat, pas de problème. C'est une première, une négociation en direct dans l'émission. Il évolue en quelle division ton club, Marc 500 licenciés, voilà, c'est structure. Mais les grands talents viennent des petits clubs. Bien sûr. Les grands talents viennent des petits clubs. Tout à fait. Au tout début, ils sont à l'école de foot et puis après, ils sont repérés en préformation, etc. etc. Donc, vous voyez, je ne savais pas que vous étiez venu, mais donc vous êtes l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. On a invité des petits clubs à venir et c'était, on espérait que c'était pour nous une belle fête populaire. Elle a duré une mi-temps, mais très en tout cas, pour les enfants. Ça ne nous empêchera pas d'en refaire d'autres. On a d'ailleurs, avec la ville de Paris, avec le stade Charletti, prévu des aménagements en termes de sécurité pour ne pas revivre ce que nous avons vécu. C'est l'apprentissage qui nous coûte un peu cher, mais en tout cas, ça nous arrivera pas. On essaiera de créer les conditions pour que ça ne nous arrive pas une deuxième fois. Ouais. On a, je me tourne vers le chat qui réagit. Merci pour votre fidélité et pour votre présence, toujours plus nombreux à réagir à nos émissions. On a Soodé qui nous demande qui nous dit qu'il y a aussi une grande proportion de Parisiens qui sont originaires de province et beaucoup d'entre eux viennent au stade lors d'un match de leur ville d'origine. Swan, Absolument. On peut révéler l'identité du club que tu supportes, ça va Oui, bah oui, tu peux. Ça va malheureusement, Swan est supporter de l'Olympique de Marseille. Si par exemple le Paris FC monte en Ligue 1, est-ce que tu iras à Charletti supporter l'OM ? Bah complètement. Est-ce que tu irais au parc pour un PSG-OM par exemple ? Je peux pas financièrement, c'est financièrement que ce sera pas possible. Mais c'est aussi un atout, clairement, pour le PFC. C'est le Paris FC. Paris FC, pardon. C'est là aussi une difficulté peut-être à fidéliser des nouveaux supporters, mais en tout cas une capacité à en attirer beaucoup. Parce qu'il y a une alternative qui est proposée, une alternative radicale qui est proposée avec celle du Paris Saint-Germain. Et donc là, c'est vraiment très intéressant. Tous ces Parisiens originaires de province. Absolument, mais on le vit même déjà en Ligue 2. Il y a pas mal d'équipes qui se déplacent et qui font le plein de Bretons, de Corses. J'étais là à Bastia, c'était pas mal. Paris FC Bastia, il y avait 600 Bastiais. Ils ne sont pas tous venus de Corse, mais contre, ceux qui habitent à Paris et qui sont supporters bastiais, ils étaient là. Donc, et ça arrive, je pense à Guingamp par exemple, mais d'autres. Des clubs avec une forte diaspora à Paris. Voilà. Pour conclure cette première partie, je me tourne un petit peu vers mes chroniqueurs. Est-ce que pour commencer le tour de table, pour toi Marc, il y a la place pour un deuxième club de Ligue 1 à Paris ou alors dans le Grand Paris ? Puisqu'il faut préciser d'ailleurs que le Grand Paris c'est 12 millions d'habitants, c'est peut-être plus pertinent que Paris Intramuros et ses 3 millions d'habitants pour calculer l'échelle. Donc 12 millions d'habitants, à peu près un cinquième de la France. Est-ce que pour toi il y a la place pour avoir un deuxième club en Ligue 1 et si possible solidement installé dans le haut de tableau ? Alors j'ai la place un peu difficile parce que je commence. Si t'as pas de pression, tu peux y aller. Non, pas de pression, jamais. Mais je pense que petit à petit, et à l'image un peu du Paris FC, les clubs se structurent pas mal en fait à Paris. On a l'exemple du Paris FC, on a le Red Star qui va commencer vraiment à essayer de prendre une nouvelle dimension avec le nouveau stade, etc. Et puis on a des petits clubs. Donc là, je citais tout à l'heure Versailles, on a le Paris Très Atlético qui vient aussi. Ancien Gobelin dans le 13e arrondissement. Gobelin, exactement. On a Colomb, le Racing Colomb. Créteil, oui, ils sont là déjà. En national, ouais. Ils sont national. Après, à voir si ça peut aller un peu plus haut, je sais pas forcément. Mais j'insiste vraiment sur les clubs, tu vois, qui sont un peu en N2, N3. On a le Racing, club de France, qui est un historique, qui est en train progressivement de revenir, qui est en tête de N3. Donc progressivement, pourquoi pas avoir 4 ou 5 équipes au national en tout cas. Enfin bon, il y a un gap quand même entre le national et arriver en Ligue 1 ensuite. Ligue 1, bien sûr. On a vu par exemple Créteil ou le Red Star ces dernières années arriver en Ligue 2 et pas forcément arriver à jouer autre chose que le maintien. Ça dépendra beaucoup des moyens, je pense. Enfin, le Paris FC, je pense, c'est la très belle représentation de ça. Ils ont réussi à vraiment s'entourer.
progressivement, ils ouvrent leur actionnariat, etc. C'est ce qui fait que progressivement aussi, il y a beaucoup de moyens qui arrivent. Et pour être en Ligue 1 de manière pérenne, il faut avoir des moyens. Donc c'est ça aussi qui fera la différence. Parce que le Paris FC actuellement, c'est une vingtaine de millions d'euros de budget et un actionnariat minoritaire du Bahreïn qui du coup permet peut-être d'avoir plus de moyens que certains de vos concurrents aussi. Alors oui, c'est sûr que le Paris FC a toujours Pierre Ferracci comme actionnaire principal. Donc il souhaite conserver... Très important de conserver d'ailleurs, je pense. Absolument, de faire en sorte que ce soit un projet francilien. On a ouvert le capital du club au cours de l'été 2020 au Royaume du Bahreïn, qui en même temps, donc qui a pris 20% à l'époque, qui est en même temps notre principal sponsor. Ça a été ouvert un peu plus récemment avec le propriétaire de l'ICA Mobile, qui est également devenu sponsor. Vous le voyez sur le maillot, qui a pris 10%. Et puis, on en a un peu parlé dans la presse là, ces derniers jours, notamment dans le Parisien, je vois qu'il est sur la table. Rien n'est laissé au hasard. Il y a un actionnaire d'origine arménienne là, qui est en approche, dont l'annonce va être faite dans les prochains jours. Et qui se rajoute au capital du club, qui n'entre pas, qui ne prend pas de part d'autres. Qui rajoute au capital du club, qui viendra également avec un beau sponsor. Vous pouvez nous dévoiler en exclusivité pas encore. Pas Mais les gants, Elio, là. On sait jamais. Pas encore, mais voilà, tout ça donne corps au projet avec cet ancrage francilien qui est très important pour nous et puis cette ouverture internationale parce qu'on est Paris. L'ancrage francilien, pour nous, bon, vous l'avez compris, on essaie de faire savoir notre projet, en quoi on est différent et puis d'essayer d'attirer le plus de supporters possible à Charletti. Mais l'ancrage francilien, il passe aussi par l'approche d'entreprises en Île-de-France. Vous savez, en province, et je suis bien placé pour le savoir quand j'étais DG à Auxerre, toutes les entreprises du département ou de la région sont autour du club d'Auxerre, parce que c'est un lieu de... Vous avez l'aéroport de Paris, qui vous a beaucoup servi, notamment par rapport à Orly. Mais ce que je décris là en province, à Auxerre, on le retrouve dans d'autres clubs. Nous, notre travail qu'on essaie de faire en ce moment, c'est justement d'embarquer des entreprises franciliennes qui aimeraient associer leur marque à un projet sportif qui monte et puis qui correspondent à des valeurs que l'on porte, un enjeu sportif, éducatif, social, mais des enjeux de mixité, on en parlait tout à l'heure. Le Paris FC, c'est environ 1000 licenciés. 600 hommes, 400 femmes. Le Paris FC est le club qui alimente le plus les équipes de France de jeunes. Donc c'est un vrai signal. Donc on est très très fiers de notre équipe féminine qui évolue bien depuis plusieurs années, qui cette année est à la troisième place, qualificative pour la Ligue des champions féminines, en tour préliminaire, mais quand même. Donc Sandrine Soubéran, maintenant qui est au club depuis 3-4 ans, emmène avec brio toute cette équipe. Je veux vous dire qu'elles sont hyper motivées, elles sont très fières de porter le maillot du Paris FC. Et il reste quelques matchs, 2-3 rencontres importantes et on espère qu'elles... Il y a 2 qui ont été sélectionnés en équipe de France aussi. Voilà, toujours une présence en équipe de France, donc évidemment dont on est très fiers. Bon, là, c'est difficile de rivaliser avec le PSG et Lyon, Lyon qui sont des... qui ont des moyens autres. Qui sont des équipes... Des mastodontes. Des mastodontes, des équipes formidables. À l'international, pas uniquement en France. Bien sûr. Une petite question dans le chat qui discute pas mal par rapport à tout simplement cette question de l'attrait, de l'identité et du public au Paris FC. Certains de nos viewers se demandent si réellement une montée en Ligue 1 changerait beaucoup de choses. Il y en a même un, Erwin pour ne pas le citer, qui dit que le club ne dépasserait pas forcément les 5-6 000 spectateurs dans des affiches un petit peu moins sexy entre guillemets contre Reims, Metz ou Lorient. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, après, je pense que ça viendra peut-être avec le temps, mais là, à l'heure actuelle, tu vas avoir une petite équipe de Ligue 1, c'est pareil. Je vois pas pourquoi... Le Paris FC, on pourrait leur dire, il n'y a personne qui vient au stade. Il y a beaucoup de stades qui se remplissent pas en Ligue 1. Après, les problèmes sont ailleurs, mais ce n'est pas forcément la raison première qu'on pourrait dire, ils ne vont pas monter par rapport à ça. Et ça rejoint l'idée d'abordable. Vu que le Paris FC permet d'offrir des matchs à un prix que le Paris Saint-Germain ne le permet pas, tous ceux qui, en banlieue parisienne, voudront voir ne serait-ce qu'un match de football de Ligue 1 ou bien l'équipe qu'ils supportent quand ils viennent de province, comme on en parlait, iront en priorité au Paris FC. Selon moi. C'est sûr, il y aura toujours des difficultés sur des
petites rencontres, mais c'est toujours une marge de progression qui est Ouais, que non, mais positive. raisonnablement, en Ligue 1, ça sera toujours au-dessus de ça. Bon, Au-dessus de j'ai- 5-6 000 personnes, comme Oui, le disait. mais notre- oui, Vous bien pensez qu'on sûr. va faire plus de 10 000 à chaque week-end? Non, pas plus de 10 000 à chaque. Je ne sais, plus de 10 000 à chaque rencontre, peut-être pas quand ça sera un plus petit club, mais la plupart seront Ouais. au-dessus de ça. Ouais. Aucun doute. Voilà, parce que, en fait, déjà, on le voit bien au travers de quelques grandes affiches que nous avons eu à gérer au cours des 2-3 dernières années. Le nombre était déjà supérieur. Mhm. Donc, Ouais. c'est pas comme si on n'avait pas déjà quelques références. Ouais. Et comme le dit bien Soodé dans le chat pour conclure cette première partie, Metz, c'est toujours mieux que Niort. Je propose qu'on passe maintenant à notre chronique de milieu d'émission, l'entracte, avec Christophe Grognard. Oui, merci Elio. Donc pour cette chronique, je vous propose de traverser la frontière dans une autre capitale européenne. Plus précisément, nous allons aller outre-Kiévrin, dans ce plat pays qui est le mien, chez Kevin De Bruyne et Tintin. Bref, en Belgique, quoi, vous l'aurez compris. Mais à la douane, j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle équipe est en tête du championnat belge actuellement? Je sais, donc je vais laisser parler mes Mais petits vas-y, camarades. Vas-y, fais le savant. Dans la mèche. Est-ce que la Est-ce que vous le c'est savez, peut-être, monsieur je sais Hérault pas après. Quel club est en tête du championnat de Belgique actuellement? Oh, la colle. J'ai pas révisé. Non, il le sait. Belge, c'est- alors. Il est venu pour parler du Paris FC, tu l'amènes dans un traquenard. Mais... On pourrait parler de championnat anglais, italien, espagnol. Là, je sais répondre. Belge, j'avoue, je ne pas. L'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise, exactement. Mais maintenant, une autre question. Savez-vous quand l'Union Saint-Gilloise a remporté son dernier titre de champion de Belgique? Je le C'est il y a sais, très je le sais longtemps, aussi. ça, c'est C'est il y a très longtemps, oui. Merci. Aucun de nous n'étions nés. Année 30. Même moi. Année 30. Allez, Oui, quand même. C'était exactement en 1935, il y a 87 ans. L'Union Saint-Gilloise est un club de football basé à Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est un quartier de Bruxelles, mais comme vous le savez sans doute, le grand club de Bruxelles, qui est également le club le plus populaire de Belgique et le plus titré, avec 34 titres remportés, c'est Anderlecht. Anderlecht, dont on a entendu parler il y a 2-3 ans, quand ils avaient proposé le poste d'entraîneur-joueur à Vincent Kompany. Spoiler, ça n'avait pas marché, et aujourd'hui, Vincent Kompany n'est plus que l'entraîneur d'Anderlecht. Mais quid de l'Union Saint-Gilloise à présent? L'Union Saint-Gilloise, elle n'est pas ridicule en termes de titres remportés, elle en a quand même remporté 11 dans son histoire, ce qui est le 3e plus grand total du championnat de Belgique, derrière Anderlecht et le FC Bruges, champion en titre. 11 titres qui ont tous été remportés, en revanche, entre 1901 et 1935. Et à cette époque, il faut savoir qu'il y avait 2 clubs bruxellois en division 1 belge, l'Union Saint-Gilloise et le Daring Club de Molenbeek. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais c'est un club qui a remporté 5 titres de champion de Belgique dans l'entre-deux-guerres. Et la rivalité entre ces 2 clubs était très forte, on parlait de derby et de rivalité, si bien que cette rivalité s'est traduite dans des productions culturelles, notamment au théâtre. La pièce la plus populaire de Belgique dans les années 1930, qui est sortie en 1938, s'appelle Bosmans et Coppenol. Monsieur Bosmans, qui est supporter de l'Union Saint-Gilloise, marie son fils à la fille de Monsieur Coppenol, sachant que Monsieur Coppenol est supporter du Daring, ce qui provoque quelques problèmes, comme vous allez le voir dans l'extrait qu'on va vous passer. Nous n'aurions jamais eu un nom, n'est-ce pas? Comment vous disputez comme ça pour des histoires de football? Enfin, rendez-vous compte, monsieur. Et il avait le toupet de me vanter le jeu de ces savates de Saint-Gilles. Pendant les matchs, elle applaudissait. Elle leur a même jeté des fleurs. C'est gentil, ça me tient. Non, monsieur. C'est impardonnable, monstrueux. Jeter des fleurs aux joueurs de l'Union Saint-Gilloise quand on est l'ami officiel du vice-président d'honneur, des super supporters du Daring. L'accent bruxellois a été officiellement nommé accent le plus élégant d'Europe. Bon, A raison, ouais. a raison. Non, mais le problème pour ces 2 clubs, c'est que la guerre passe par là, et la montée en puissance d'Anderlecht va un peu les condamner, Bosmans et Coppenol, à rentrer dans les coulisses. Le Daring va disparaître assez rapidement dans les années 60, et l'Union Saint-Gilloise va faire des allers-retours entre la D1 et la D2 jusqu'à descendre définitivement en mai 73, 1973, vous l'aurez compris. Et du coup, Anderlecht va rester le seul club compétitif de Bruxelles pendant 48 ans. Puis un matin, nous sommes à l'été 2021, j'ouvre mon journal, je ne regarde pas la D2 belge tous les jours, vous vous en doutez. Oh, tu pourrais. Hein. Je pourrais, oui, les matchs Corentin, il regarde bien la Ligue 2 tout le temps. Il y en a Les- bien qui regardent la 3e division espagnole. Oh, les matchs sont de grande qualité en D2 belge. Déjà la D1, je suis pas toujours convaincu, alors la D2. Bref, toujours est-il que j'ouvre mon journal et je lis l'Union Saint-Gilloise monte en D1, c'est historique. Moi, je connaissais un peu le nom
Et je me dis, c'est toujours sympa d'avoir un club historique qui monte et d'avoir un deuxième club à Bruxelles. Ça peut être intéressant pour des questions de rivalité, etc. Sauf que quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé, c'est que l'Union Saint-Gilloise est super, super forte. Ils sont meilleurs qu'Anderlecht. Ils sont actuellement premier après 27 journées, avec 7 points d'avance sur leurs dauphins, qui sont Antwerp et le FC Bruges. Et Anderlecht n'est que 4e. Anderlecht, qui se targuait d'être le plus grand club de Belgique, etc., n'est même plus le plus grand club de sa propre ville. Bon. Et donc vous comprenez bien qu'à Bruxelles, c'est l'effervescence, parce que pour la première fois depuis l'avant-guerre, 2 clubs bruxellois sont compétitifs pour remporter le titre. Et donc, pour conclure cette chronique, je dirais quand même, il faut distinguer derby et rivalité. Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, c'est la première année où ils sont ensemble dans le championnat belge à lutter pour le titre. C'est la première année où ils sont tous les deux compétitifs. Donc on parle de derby évidemment. Les joueurs de l'Union Saint-Gilloise étaient très contents de remporter leur premier derby 3-1 sur leur terrain face à Anderlecht. Mais il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux clubs, entre les supporters des deux clubs. Parce qu'en fait, il n'y avait jamais vraiment eu de rencontre avant, un peu comme le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Par conséquent, beaucoup de supporters d'Anderlecht ont confié lorsqu'ils sont interviewés qu'ils seraient contents de voir l'Union Saint-Gilloise, ce club historique qui n'existait pour eux que dans les livres d'histoire, remporter le championnat belge. Et aujourd'hui, le fils de M. Bosmans pourrait sans problème épouser la fille de Vincent Compagnie. Pas mal la chute. Ça ferait une très belle histoire en tout cas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait une super transition pour notre deuxième partie où on va un peu traverser le périphérique, arrêter d'être parisiano-parisien, ce que nous ne sommes pas du tout, encore une fois, je tiens à le préciser, pour parler un petit peu de manière plus générale de la culture derby en France et tout simplement savoir pourquoi la France est une exception tout simplement à ne pas avoir 2 clubs de la même ville qui s'affrontent régulièrement comme on peut le voir en Italie. Je crois que Swan, tu t'es amusé à compiler les derbys ce week-end. Compiler, non, je suis pas allé jusque là. J'ai regardé un peu ce qui s'était passé. Donc il y en a eu Atlético Madrid, Retafe. Ouais. On a eu un super en France qui est passé totalement sous les radars, c'est Clermont-Ferrand, Saint-Etienne. Gros derby. Avec un arrêté quand même. Avec un arrêté de la préfecture pour interdire les supporters stéphanois de se déplacer. Et une belle victoire de Saint-Etienne au passage, qui est en train de sortir la tête de l'eau. Merci Monsieur Duprat. Merci Monsieur Duprat, le héros sauveur. Et on en avait eu un dernier, C'était les Barcelone. Et oui, le derby de Barcelone contre l'Espagnol et le Barça, de partout. Un match très, très chaud, qui a fini avec un rouge de partout. Enfin, c'était... Et justement, ce que tu dis, c'est assez significatif parce qu'on voit que d'un côté, on a les derbys qui sont des vrais derbys à l'étranger des mêmes villes, tandis qu'en France, c'est Clermont et c'est Saint-Etienne. Il y a plus de 100 km, il me semble, de distance entre les deux, on n'est pas très loin. C'est un derby de circonstance, puisque c'est un derby qui s'est fait sur le tard, entre guillemets, quand l'Auvergne a été rajoutée à la région Rhône-Alpes. Donc du coup, ça fait un derby régional. Mais c'est vrai que dans la tradition historique du derby, c'est pas vraiment un derby. C'est quand même très tiré par les cheveux. Fabrice Hérault, je me tourne vers vous. Est-ce que pour vous, on a une vraie culture derby en France ou alors elle reste encore à construire? Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit absente. Je pense qu'elle est quand même présente ici et là. En tout cas, il y a eu des affiches dans le passé qui ont permis d'illustrer. Mais je vous rejoins dans votre pensée. Ça pourrait être plus développé en France. La culture est peut-être pas, la culture foot, sport n'est peut-être pas la même que celle par exemple qu'on peut retrouver en Angleterre ou ailleurs. Donc c'est l'histoire qui se manifeste, mais probablement ça devrait être un peu plus développé dans les prochaines années. En tout cas, c'est notre espoir. Ouais. Mais justement, en tout cas, nous à Paris, Île-de-France, quoi. Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que vous aviez souvent rencontré le Red Star, que ce soit en Ligue 2 ou en National. En National, absolument. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est ce genre de derby qui peuvent un petit peu amener du monde au stade? Et vous l'avez d'ailleurs vu avec Oui, bien sûr. Les matchs Paris FC Red Star ou Red Star Paris FC, que ce soit en National ou en Ligue 2, quand on était dans la même division, il y a toujours eu une attractivité, une saveur particulière. J'y faisais référence tout à l'heure, lorsque nous avions eu ce match, je crois que c'était en décembre 2018 de mémoire, Paris FC Red Star, où il y avait plus de 9000 personnes. Bon, c'était pas un hasard, ce nombre de spectateurs. C'était le fruit d'un match local. C'était très sympathique d'avoir à Charletti, bien sûr, autant de monde. Par rapport à la spécificité française du fait qu'on n'ait pas de derby de la même ville, Swan, tu veux ajouter quelque chose? En fait, c'est aussi beaucoup un héritage historique. Je parle en partie sous l'autorité de Loïc Ravenel, qu'on avait déjà reçu dans la Manita, qui a écrit, un géographe du football, qui avait écrit sa thèse lui en 1998, donc la géographie du football en France. Et ce qui montrait bien, finalement, cet entre guillemets éclatement du football sur l'ensemble du territoire, il résulte beaucoup
de l'histoire du football français lui-même, c'est-à-dire que à court des années 70, les groupes industriels ont commencé à moins investir dans le football et c'est les municipalités qui ont récupéré, qui ont repoussé pour financer le football. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme c'est les municipalités et les collectivités locales qui ont récupéré le flambeau, elles ont poussé, dans toutes les villes, il y avait plusieurs clubs, je pense à Lille par exemple, où il y avait plusieurs clubs, on en parlait tout à l'heure, mais elles ont poussé finalement tous ces clubs à faire des fusions, à se rassembler sous un seul écusson, et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir souvent un club par ville, et finalement où le club représente la ville dans son ensemble, si ce n'est même la ville et sa banlieue. Donc ça, c'est vraiment un héritage historique du football en France. C'est pas juste simplement une spécificité franco-française qui sort de nulle part. C'est ce qu'on a beaucoup voulu faire, excuse-moi, c'est ce qu'on a beaucoup voulu faire aussi à Paris. Enfin là, on revient un peu sur le cas parisien, mais on a beaucoup voulu fusionner des clubs pour justement faire le deuxième plus grand club de Paris. Ce qui au final n'a pas du tout marché parce que le Paris FC maintenant arrive bien tout seul. Il me semble que le Paris FC résulte bien d'une scission, mais au début c'était une volonté de créer un seul club dans la capitale avec le Paris Saint-Germain. Parce que Paris n'avait pas de club en Ligue 1, tout simplement. C'était en 1969, voilà. C'est ça. On a fêté d'ailleurs le 50e anniversaire du Paris FC il y a 2-3 ans. Pierre Bellemare avait lancé un appel sur Europe 1. C'est tout à fait ça. Pour un petit peu créer un club, parce qu'à l'époque, le Red Star venait à peine de descendre, et donc il y avait une place vacante pour les clubs parisiens. Il n'y avait pas de club en Ile-de-France. C'est ça. Ce qui était quand même un peu fâcheux. Aujourd'hui, on en a un, on a le PSG qui est en Ligue 1, mais quand on voit avec nos voisins, on a par exemple 4 ou 5 clubs à Madrid et proches banlieues avec Retafe, on a 2 clubs à Berlin, on a 2 clubs à Rome, on a 7 clubs à Londres, c'est ça En première ligue 6, il me semble, et on avait vu tout à l'heure. Watford qui est juste à côté de Londres et qui peut être considéré comme étant dans le Grand Londres, enfin bref. Mais après, à moindre mesure, tu parles de Berlin. Berlin, c'est aussi une ville qui a eu beaucoup de mal à se développer au niveau. Tout à fait. Mais c'est aussi le fruit de son histoire. Bien sûr. Voilà, il y avait 2 championnats allemands pendant toute la partie. Les clubs est-allemands dans les années 90-2000, que sont le Dynamo Dresde, l'Energie Cottbus, se sont complètement écroulés. Parce qu'il y a eu le parti a arrêté de les financer. Avec la RFA, il n'avait plus d'argent du tout. Et le seul, il y a l'Union Berlin, parce que l'Hertha Berlin, c'est à Berlin-Ouest. Mais l'Union Berlin est remonté récemment, mais le seul club est-allemand qui se maintient aujourd'hui en Bundesliga, c'est Leipzig, qui a un modèle de développement très particulier, qui date de la fin des années 2000, etc. C'est pas du tout un club historique de Bundesliga, c'est vraiment l'Allemagne. L'explication pour laquelle il y a une culture plus derby en Allemagne et pas en France, c'est que les clubs sont vraiment regroupés à l'ouest, dans la Ruhr, et un peu en Bavière, en Bavière et dans le Bade où il y a Stuttgart, c'est très territorialisé. Et en Italie, c'est un peu la même chose aussi. Il y a tous les clubs au nord, et au sud de Florence, il y a 5 clubs, dont les 2 clubs romains. Donc c'est assez, il y a beaucoup moins de villes en fait candidates pour mettre un club en Ligue 1. En France, il y en a vraiment 20 où tu dis oui, en effet, ils peuvent mettre un club en Ligue 1. Mais après moi, ça, sur le principe, j'ai remarqué en France, on critique beaucoup cette absence de véritable culture derby, mais je trouve que ça a aussi un côté positif, pas dans le sens où ça ne crée pas de l'engouement autour des matchs, mais ça permet aussi à des petites villes d'exister médiatiquement. Enfin, un exemple tout bête, Auxerre ou Guingamp, c'est des villes que la plupart des gens ne connaîtraient même pas s'ils n'avaient pas eu une petite histoire footballistique, s'ils n'avaient pas eu des petites avancées. Enfin, moi, personnellement, j'aurais été incapable, maintenant je peux le faire, mais j'aurais été incapable de placer Guingamp sur une carte. Oui, et Lens, qui est la ville, je crois, la moins peuplée parmi les clubs de Ligue 1, se maintient aussi grâce à ça, grâce à une forte culture ouvrière, etc. Donc ça a aussi un côté positif. Il y a assez peu de parallèles dans les centralisés, ça fait vivre les territoires, c'est vraiment intéressant. Justement, on parlait de l'exemple d'Auxerre, c'est véridique maintenant que Auxerre, qu'un club, du coup, comme on l'a dit, que vous connaissez plutôt bien, c'est véridique qu'Auxerre, c'est un club qu'on connaît en France, en partie, voire totalement grâce au foot. Ah oui, bien sûr. C'est une histoire fantastique, qui s'est basée sur la formation. Oui, bien sûr, on y revient. Auxerre et Nantes... de mémoire, c'était en 1983 ou 84, ouvrait le premier centre de formation en France. Donc ils ont été pionniers dans ce domaine et les réussites à la fois d'Auxerre et Nantes ont été fantastiques à l'époque. Et une autre spécificité d'Auxerre, c'est qu'Auxerre est propriétaire de son stade. Absolument. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Il me semble qu'il n'y a que Lyon en France. Lyon et Auxerre. Voilà, Lyon et Auxerre. Et ça peut aussi poser un souci dans d'autres villes de pouvoir, tout simplement pour les municipalités, louer 2 stades différents à d'autres clubs parce que matériellement, il n'y a pas forcément 2 stades à disposition. Est-ce que c'était un réel avantage pour Auxerre à l'époque d'être propriétaire de son stade ? Ah oui, certainement, parce que ils ont pu faire les aménagements nécessaires. Et puis, quand ils sont montés en Division 1 à l'époque, après, il y avait quand même des moyens qui faisaient que ça leur permettait d'investir dans leur stade. Le stade d'Auxerre est un petit stade, mais très sympa, un peu à l'anglaise,
très, très replié sur la pelouse. On y est allé jouer là, il n'y a pas longtemps, avec cette belle victoire d'ailleurs. C'est plutôt bien passé. Ouais. Et, non, c'est avec une pelouse en plus de très bonne qualité, donc c'est vrai que c'est très agréable. Auxerre, je vais peut-être un peu m'avancer, mais dans mon souvenir, ils étaient allés en Ligue des Champions en 2010, puis étaient descendus en 2012, mais en terminant en lanterne rouge. Ouais. Est-ce que le club n'aurait pas un peu grandi trop vite pour la petite ville que c'était? Peut-être. C'est vrai que en 2010, Auxerre avait quand même accueilli en Ligue des Champions le Real Madrid, l'AC Milan. Et l'Ajax, il me semble. Et l'Ajax, bon, c'est du lourd. Mais justement, ça permet de parler d'une ville comme Auxerre à l'échelle européenne. On n'a pas forcément d'exemple de petites villes comme ça qui vont en Coupe d'Europe dans les autres pays. On a eu Guingamp aussi en France. Sochaux, Guingamp. C'est incroyable. C'est des histoires extraordinaires. Je pense que tous les Auxerrois, de toute façon, voilà, si c'était à refaire, ils feraient la même chose. Mais quitte à être en Ligue 2 maintenant, avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, là, de toute façon, c'est super. C'est inespéré, limite, pour une ville aussi petite. C'est évident. Après, comme le dit Erwin dans le chat, Auxerre avait fait la Ligue des Champions un peu avant 2010. Parce qu'ils étaient champions en 87, donc il y a eu quand même des... Il y a peut-être aussi le fait qu'Auxerre n'ait pas grandi en même temps que Lyon, par exemple, qui s'est développé, et que le foot a peut-être eu des enjeux financiers plus grands dans les fins des années 2010 qu'à l'époque du petit club familial. Parce que Auxerre, on s'était caricaturé dans les guignols de l'info, etc. n'a jamais eu des finances exceptionnelles. Bien sûr. Giroud était caricaturé comme l'entraîneur extrêmement avare qui vendait ses joueurs au plus offrant. Et très drôle au demeurant. Mais je pense qu'il y a ça. Auxerre n'a pas su maintenir son modèle familial de formation, etc. dans la Ligue 1 du PSG, quoi. Enfin, je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Bah, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on parle d'Auxerre et qu'on parle de derby, il n'y a pas de derby, il n'y a pas d'autres clubs professionnels à Auxerre. Les clubs les plus proches, c'est Dijon, c'est Troyes, etc. C'est un petit peu un exemple emblématique de ce qu'on disait, du manque tout simplement, je sais pas, mais en tout cas de l'absence de deux clubs dans la même ville en France. Oui. Après, ça a été aussi législatif, parce que jusqu'au milieu des années 2000, il n'y avait pas la possibilité pour une ville de moins de 100 000 habitants d'avoir deux clubs professionnels dedans. Donc tu le connais avec l'histoire de... C'était le Gazélec qui me semble qu'il n'avait pas pu le Gazélec et l'AC Ajaccio en 99. Mais regardez là en Ile-de-France, on aurait largement la place d'avoir plus de 2 ou 3 clubs professionnels. On parlait de Créteil tout à l'heure, alors évidemment le Restart, Versailles qui fait un superbe parcours en Coupe de France. Vous savez, Versailles dans les Yvelines, il peut y avoir plein de supporters derrière un club comme celui-ci, mais pas uniquement. Mais c'est vrai qu'après, c'est un sujet d'infrastructure, on en parlait en début d'émission. Infrastructure et de moyens, comment aussi la municipalité, la collectivité territoriale peut justement aider. Et en fait, quand on voit, donc là on est en pleine période électorale, quand on voit en fait la place accordée au sport, dans justement de place, tout ça. Le néant. Mais justement, quand je te dis la place, pour insister sur le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est aussi ça. On voit que bien souvent, c'est des investisseurs, soit privés ou soit des hommes, comme M. Ferrati qui vient au Paris FC, pardon, et qui vient mettre son argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément une collectivité territoriale qui vient justement dire ok, on va mettre l'argent là où il faut dans le football. Après, c'est moins le modèle en ce moment, c'est plus la tendance, elle est plus à trouver des financements privés. C'est pour ça qu'au Paris FC, moi en tout cas, je trouve ça totalement louable qu'un homme en tout cas représente un projet et qu'il le tienne dans la durée. C'est un projet très difficile. Oui. C'est probablement plus difficile qu'ailleurs pour des raisons d'infrastructure notamment. En Ile-de-France, tout est plus cher. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, en Corse, il y avait 4 clubs en Ligue 1 Ligue 2. Oui. Bastia, Ajaccio, donc l'ACA et le Gazélec. Et il y avait également le Sporting de Bastia et le CA Bastia. Donc 4 clubs dans les deux premières divisions. Alors que 300 000 habitants. 300 000 habitants. Donc, je pense quand même qu'en Ile-de-France, il y a la matière. Déjà, on va essayer de se concentrer pour faire un deuxième. Chacun en son temps. Petit à petit. Deuxième en Ligue 1, parce qu'en Ligue 2, ça fait quand même quelques années que nous y sommes. Mais deuxième en Ligue 1, on va rester... concentré sur des objectifs de court terme, mesurés. Mais pour autant, il y a des régions en France dans lesquelles on a deux clubs qui cohabitent. Je pense par exemple, alors c'est pas forcément une région parce que c'est particulier, entre Monaco et Nice, et pour autant il n'y a pas forcément une rivalité. Je me tourne plutôt vers vous, messieurs les chroniqueurs. Est-ce que pour vous, derby rime forcément avec rivalité ? Dans l'exemple de Nice-Monaco, les Niçois sont bien plus contents de remporter le match contre Marseille, derby du Sud, que le derby contre Monaco. Monaco n'est pas... Il a la réputation du club dans son stade vide, etc. Il y a beaucoup de supporters répartis partout en France. Pour moi, c'est typiquement l'exemple du club qui attirerait Paris FC Monaco.
il pourrait y avoir plus de monde parce qu'il y a Ouais. beaucoup de supporters à Ouais, Monaco, absolument. partout en France. Absolument. Mais dans les Alpes-Maritimes, tout le monde supporte Nice ou supporte Marseille. Vraiment, le deuxième Oui, club ouais, supporté, c'est ça. c'est Marseille. Ou alors à l'époque, c'était avec Cannes, hein, souvenez-vous. Oui, Cannes, des- oui, le club, le fameux des club de biens- Luis Hernandez. des Les biens- derbys Nice-Cannes, Marseille-Toulon aussi. Enfin, il y Voilà, avait des derbys comme ça Marseille-Toulon, qui- voilà, c'était des, Ouais. c'était des vrais derbys. Ça, Mais, hein, mais pour enfin le bon, coup. on parle de vrais derbys, mais c'est quand même des villes avec. Des villes différentes, oui. C'est pas la C'est même des ville. villes- c'est des villes différentes, mais qui se touchent, hein, Oui. presque. C'est vrai que, pour moi, Swan nous parlait de l'argument historique, moi l'argument géographique est également frappant. Je me suis amusé à regarder les championnats de l'UEFA et le championnat dans lequel une ville concentre le plus de clubs, c'est le championnat arménien. Il y a 7 clubs qui sont dans la capitale, Erevan, sauf que où les mettre s'il ne faut pas les mettre à Erevan? La moitié de la population arménienne Voilà. vit à Erevan et du coup, il n'y a pas vraiment de ville cliente autour pour accueillir. Pour accueillir en fait 18 clubs, enfin en l'occurrence il y a 12 clubs, mais en Belgique par exemple dont je parlais, il y a 2 clubs à Bruges, il y a longtemps eu 2 clubs à Liège, il y a maintenant 2 clubs à Bruxelles. Très vite, les villes sont très petites, enfin, il y a des clubs dans le championnat de Belgique, c'est déjà assez exceptionnel, il y a Eupen, il y a Courtrai, qui sont des villes que vous avez peut-être jamais entendu parler, qui ont un club en D1. Il n'y a pas d'équivalent comme ça dans les... Enfin, en France, il y a 20 villes clientes pour mettre un club, pour susciter un engouement dans une ville, pour qu'il soit Et- en division 1. Et même plus de 20 villes, on voit d'ailleurs un phénomène en ce moment avec des clubs comme, on parlait d'Auxerre, des clubs comme Sochaux, etc., qui Oui. n'ont plus forcément les reins suffisamment solides pour se maintenir en Ligue 1 et qui laissent leur place à des clubs de plus grandes villes, comme Clermont par exemple, ou Clermont-Ferrand. On a vu Amiens qui est monté, c'est quand même des anciennes Oui, c'est capitales régionales, et c'est des villes où il y a quand même peut-être plus de moyens parfois que dans d'autres endroits. Oui, complètement. La plupart des pays n'ont pas 20 Amiens, quoi. C'est ça pour moi qui explique le fait qu'il y ait moins de clubs, qu'il y ait moins de 2 clubs dans la même ville en France que dans les pays plus petits dans l'UEFA. Et puis pour revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau des rivalités derby, donc en France on a eu, du fait justement de cet éclatement, de cette décentralisation des clubs, on a eu aussi tendance à créer des rivalités. Je pense à Bordeaux-Marseille dans les années 80, je pense à Marseille-Paris dans les années 90. C'est aussi des rivalités qui ont été construites pour jeter un coup de projecteur sur le championnat et aussi créer de l'attrait autour des deux rencontres qui, à l'origine, n'avaient pas tellement un intérêt historique du moins. Donc c'est des rivalités de circonstances qui se sont créées sur des rivalités sportives à des moments donnés, quand les deux clubs étaient en lutte pour le titre ou en lutte pour certaines places, mais on reste sur des rivalités de circonstances. Je ne sais pas si on peut Le fameux formellement... Olympico, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Voilà, des constructions médiatiques, c'est un peu ce qui est dit d'ailleurs dans le chat. Il y a un Erwin, encore lui, qui dit que ça dépend beaucoup de l'histoire sociale, parce qu'en Espagne, par exemple, il y a des derbys qui sont axés sur un clivage social entre un club, je caricature, mais plutôt de riches, un club plutôt de pauvres. Et c'est ce qu'on On retrouve n'a à pas Saint-Étienne. forcément ça en France. Si, Saint-Étienne-Lyon. Saint-Étienne qui Ouais. a été la ville industrielle par excellence pendant X temps et qui s'opposait plutôt à Lyon, plutôt une ville bourgeoise, même si évidemment il y avait aussi une industrie à Lyon. Mais on retrouve ça. Après, c'est un cas emblématique et Lens- isolé. Lens- Oui, c'est Lille, le Lens-Lille ouais. aussi. oui, c'est vrai. Lens-Lille, ouais, enfin, Saint-Étienne-Lyon, c'est un cas emblématique. C'est vraiment le derby pour moi par excellence parce que Saint-Étienne et Lyon n'ont jamais vraiment été forts en même temps, n'ont jamais été compétitifs en même temps pour remporter le titre. Saint-Étienne, c'est années 70-80, ils ont pu remporter le titre depuis 83. Lyon a construit tout son palmarès depuis lors. Il y avait quelques Coupes de France avant, mais Oui, pour oui. moi, c'est vraiment le derby par excellence de deux villes pas si éloignées. Ouais, il y a 60 bornes, je crois. Oui, 60 C'est bornes, ça, voilà, ouais. qui ont développé une rivalité malgré, enfin, qui n'est pas du tout de circonstance. Pour moi, s'il y a un derby en France, c'est Oui, celui-là. c'est le véritable Oui, derby. c'est le derby français pour moi. Ce qu'il pourrait y avoir avec le Paris Saint-Germain Ah bah et là, le on Red sait Star ou Le le Paris. Paris Paris FC. On vous Tout le ce que souhaite. j'espère. On vous le souhaite, ça fait une belle transition pour cette fin d'émission. Avant de nous quitter, on va quand même pas terminer là-dessus, on va écouter notre ami Swan Dufour pour sa chronique Arrêt de jeu pour conclure en beauté cette émission. Swan, je te laisse la parole. Bah, complètement. Bon, moi aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de la colère des ultras parisiens. Bon, sur le principe, je pense que je vous livre pas un scoop si je vous dis que les relations entre le collectif Ultra Paris et la direction du PSG ne sont pas toujours cordiales. Vous le savez comme moi, dans toutes les relations passionnelles, il y a des hauts et des bas. Mais là, quand même, on voit que les choses elles se compliquent un peu plus que ça. Depuis que le PSG il a été éliminé en Coupe de France, la colère des ultras elle monte crescendo. Souvenez-vous par exemple à Lille la semaine dernière, le collectif Ultra Paris avait déjà passé la première mi-temps du match dans le parking du stade Pierre-Mauroy en signe de protestation. Alors évidemment, la belle victoire des Parisiens a un peu arrangé les choses, mais n'a pas tout réglé non plus. La colère du collectif, elle n'est pas du tout retombée, et dès le lendemain de la rencontre face au LOSC, ils ont publié un communiqué de presse sur leurs réseaux sociaux, un communiqué de presse qui a été véritablement cinglant à l'égard de la direction,
et qui a préfiguré ce week-end une nouvelle manifestation de colère des ultra-parisiens au parc. Donc si vendredi vous étiez devant votre télé comme moi ou au Parc des Princes comme Elio ici présent, vous avez été les témoins de cette manifestation de colère avec plusieurs gestes très forts. Donc comme à Lille déjà, les supporters parisiens ont fait grève, ils ne sont pas montés dans leur tribune les 30 premières minutes du match en signe de protestation. Et ils ont fini par rentrer au bout de la 30e minute dans les travées du stade en brandissant des banderoles toutes plus acerbes les unes que les autres à l'égard de la direction. Donc je vous en cite quelques-unes pour exemplifier le propos. Une mi-temps pour prouver notre mécontentement, combien en faut-il pour prouver votre engagement? Dirigeants irrespectueux, joueurs sans envie, maillots sans nos couleurs, le seul triplé du PSG cette année. Une formation délaissée, une discipline à désirer, des mercenaires surpayés, Leonardo, l'heure de dégager. Donc on le voit, ce sont des messages qui ne laissent aucune place à l'équivoque, car sur le fond, les ultra-parisiens ne se reconnaissent plus du tout dans les choix qui sont faits par la direction. Ils dénoncent à la fois les choix marketing, les choix sportifs, les changements d'entraîneurs, mais aussi le manque d'investissement sur la section féminine ou encore sur la formation. Les points de désaccord, ils sont donc nombreux. Mais sur le fond, moi j'avais aussi à cœur aujourd'hui d'attirer votre attention sur un autre élément. C'est l'indifférence du PSG à l'égard de toutes ces revendications. Car sur le fond, et au-delà des aspects sportifs, ce qui est aussi réclamé par les ultras, c'est une communication plus horizontale de la part du club. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le PSG semble avoir une étonnante capacité à tout simplement fermer les yeux face à ces revendications. Aucun message officiel n'a été publié après la rencontre. Aucun mot n'a été écrit sur les actions des supporters dans le live du match sur le site du club. Aucun mot non plus, ni même une image, ni même une excuse ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux du club. Rien, rien, rien. Le seul qui en a parlé brièvement en conférence d'après-match, c'est Mauricio Pochettino. Il a parlé brièvement des actions des supporters sans aller formellement dans le fond du propos et il a surtout plaidé pour l'unité avant le match face au Real de demain soir. Les joueurs, quant à eux, qui ont été visés aussi pour leur comportement sur le terrain, ils n'ont même pas salué leurs supporters à la fin du match. Ils sont rentrés directement au vestiaire, tout ça sous les sifflets. De quoi, vous vous en doutez, attiser encore un peu plus les tensions. Alors là, évidemment, on peut se poser quelques questions. Déjà au niveau du timing. Est-ce que le timing, il est bien choisi pour mener une fronde contre la direction? Peut-être pas. Ensuite, on peut aussi se demander est-ce que la violence de certaines références, elle n'était pas un petit peu malvenue? Là aussi, c'est une question qui se pose. Mais moi, sur le fond, j'avais aussi à cœur d'attirer votre attention sur un autre élément, c'est que les ultra-parisiens ils dénoncent ici un véritable problème structurel dans le football français. Ce problème structurel, c'est celui de la place des supporters dans le récit du club. Ce problème structurel, c'est aussi celui de la place des supporters dans les décisions qui sont prises parfois en leur nom et aussi parfois malheureusement à leur détriment. Donc ce problème structurel, il prend évidemment une ampleur toute singulière au Paris Saint-Germain, mais il s'exprime aussi dans d'autres clubs français, à Saint-Étienne, à Lyon ou même à Marseille, où les fantômes de la commanderie sont encore bien vivants. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une nouvelle fois, le PSG a pris la décision de contourner les revendications de ses supporters plutôt que de chercher à jouer la carte de l'apaisement. Donc demain, il ne fait aucun doute, de toute évidence, que la prestation des Parisiens, elle sera cruciale pour retisser des liens solides et durables avec ses supporters. Mais sur le fond, et personnellement, je doute réellement que cela soit suffisant tant le mal semble profond et bien ancré chez les ultra-parisiens. Bah écoute, merci beaucoup Swan pour cette chronique. Sache que ton jeu de mots, volontaire ou pas, des hauts et des bas, il a fait ravage dans le chat. Ah bon? Je sais pas si tu as voulu faire un jeu de mots ou quoi que ce soit, mais... Ah si, c'est un jeu de Eh mots. ben, sois-en fier parce que c'est très bien passé. Pour conclure, parfait. Fabrice Hérault, c'est un peu une passe décisive pour le Paris FC, tout ça, le fait que les ultras du PSG affichent leur mécontentement comme ça. Oh, non, je peux vous parler du Paris FC et de ses supporters, mais je ne ferai pas de commentaires sur cette chronique. Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire au Paris FC, c'est d'être le plus proche possible de nos supporters. Et puis, on construit cette histoire. L'avenir nous dira quelle sera l'amplitude de cette histoire. Et en tout cas, nous on reste très concentrés sur nos prochains objectifs qu'on essaiera d'atteindre le mieux possible. Bah écoutez, en tout cas, on vous le souhaite, comme dirait le poète, et on vous remercie surtout pour votre présence ici. Merci de m'avoir invité. Merci encore pour vous être Merci libéré. Merci à mes trois chroniqueurs. Ah bah, Swan, Merci à toi d'avoir animé cette... Ouais, et nous accueillir Belle toujours avec émission. une bonne humeur comme ça, si chaleureuse. on essaie de faire le mieux possible pour suppléer les admirables Corentin Roland et Charles Fand qui présentent aussi l'émission en alternance. Merci à Clément à la réalisation pour son travail toujours monstrueux, à Paul à la rédaction en chef pour son travail non moins exceptionnel, Adrien et Camille à la com. Merci aussi à l'ECI TV pour ses locaux. L'émission est à retrouver bien évidemment en replay dans très peu de temps sur notre chaîne Twitch. Suivez-nous aussi sur Twitter, sur Instagram. Vous aurez toute notre actualité qui arrivera très vite. Pas d'émission lundi prochain. On prend un petit peu de vacances et on reviendra dans 2 semaines, toujours au top, pour vous présenter une nouvelle émission. Salut, bonne soirée.